Ne l'épouse pas. Elle a déjà enterré 2 maris et tu seras le 3e. Si je veux t'allumer, hein, dégage de là. Le jour du mariage de Thierry et Nadège était censé être une célébration inoubliable. Thierry, un jeune entrepreneur prospère de Lagos, avait rencontré Nadège lors d'un voyage d'affaires à Port Harcourt. Elle était belle, avec des yeux sombres qui semblaient cacher des secrets anciens, et une grâce qui faisait tourner les têtes. « Mon amour, aujourd'hui marque le début de notre éternité », avait murmuré Thierry en serrant sa main, tandis que la voiture nuptiale, une Mercedes blanche ornée de rubans rouges, roulait lentement vers l'église du village natal de Nadège. Mais alors que la procession approchait du pont qui menait hors du village, un homme dépenaillé surgit de nulle part, bloquant le passage avec son corps maigre et ses bras agités comme des branches folles. C'était le fou du village, connu sous le nom de Baba Loco, un vieil ermite qui marmonnait des prophéties incohérentes et vivait des restes des marchés. Ses vêtements en lambeaux puaient la terre humide, et ses yeux injectés de sang fixèrent la voiture avec une intensité surnaturelle. Le chauffeur klaxonna, mais Baba Loco ne bougea pas. Au contraire, il s'approcha de la vitre du marié, cognant frénétiquement contre le verre. « Arrêtez! Arrêtez tout de suite !» hurla-t-il d'une voix rauque, comme si les esprits eux-mêmes parlaient à travers lui. Thierry, surpris, baissa la vitre, pensant que c'était une farce locale. « Qu'est-ce que tu veux, vieil homme? On est pressé pour la cérémonie. » Baba Loco se pencha, son souffle fétide envahissant l'habitacle. « Ne l'épouse pas, Thierry. Elle a déjà enterré 2 maris, et tu seras le 3e. C'est une sorcière. Elle précipite les mariages avec les hommes pour les tuer et trafiquer leur étoile. Leur destin, leur gloire, elle les vole pour elle-même. Regarde ses yeux, ils brillent du sang des innocents. » Un silence pesant s'abattit sur la voiture. Nadège, assise à côté de Thierry dans sa robe blanche immaculée, blêmit légèrement, mais elle se reprit vite. « C'est ridicule. Cet homme est fou, tout le village le sait. Chérie, ignore-le, c'est juste un mendiant qui cherche de l'attention. » Elle posa une main possessive sur le bras de Thierry, ses ongles longs effleurant sa peau. Thierry rit nerveusement, essayant de dissiper la tension. « Allez, Baba, écarte-toi. On te donnera de l'argent après la fête. » Mais le fou ne bougea pas. Au lieu de cela, il pointa un doigt tremblant vers Nadège. « Didier et Serge, souviens-toi d'eux. Didier, mort d'une crise cardiaque soudaine après 6 mois de mariage. Serge, empoisonné par un mal mystérieux 1 an plus tard. Et maintenant toi, Thierry, avec ton entreprise florissante et ta bonne étoile, elle te la volera. » La foule qui suivait la procession murmura, certains riant, d'autres échangeant des regards inquiets. Florence, la sœur aînée de Thierry, qui était venue de Lagos pour l'occasion, descendit de la voiture suivante et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Thierry, ne l'écoute pas. Nadège est parfaite pour toi. » Mais au fond d'elle, Florence sentit un frisson. Elle avait toujours trouvé Nadège un peu trop parfaite, trop secrète sur son passé. Finalement, des villageois traînèrent Baba Loco hors du chemin, et la voiture reprit sa route. Thierry secoua la tête. « Ces superstitions villageoises, c'est pour ça que j'aime la ville. » Nadège sourit, mais ses yeux trahissaient une lueur froide. « Oui, mon amour, oublions ça. Aujourd'hui est notre jour. » Pourtant, les mots du fou restèrent suspendus dans l'air comme un mauvais présage. Tandis que la cérémonie se déroulait à l'église, avec les chants gospel résonnants et les invités applaudissant, Thierry ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs à Nadège. Elle prononça ses vœux avec une voix douce. « Je te promets de t'aimer pour toujours, Thierry, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Mais était-ce une promesse ou une menace? Après la réception, où le jollof rice fumait et où les danses à Zonto enflammèrent la piste, le couple partit pour leur lune de miel dans une villa isolée près de la plage. C'est là que les ombres du passé commencèrent à se révéler. Une nuit, alors que la lune illuminait l'océan, Thierry se réveilla en sueur d'un cauchemar. Il avait rêvé de 2 hommes, l'un costaud, avec un sourire franc, Didier peut-être, et l'autre mince et élégant, Serge. Ils le regardaient depuis un abîme, murmurant « Fuis là avant qu'il ne soit trop tard ». Le lendemain matin, Thierry décida d'enquêter discrètement. Il appela Florence depuis son téléphone. « Sœurette, tu te souviens de ce que le fou a dit? Peux-tu vérifier le passé de Nadège? Juste pour me rassurer. » Florence, intriguée, promit de fouiller. « D'accord, mais ne sois pas parano. Je t'appelle bientôt. » Pendant ce temps, Nadège préparait le petit déjeuner, fredonnant une vieille chanson yoruba. « Qu'est-ce qui te tracasse, chérie?
demanda-t-elle en posant une assiette d'akara devant lui. Thierry hésita. Rien, juste ce fou. Pourquoi il a dit ça? Tu as été marié avant? Nadège rit doucement. Bien sûr que non. J'ai eu des relations, mais rien de sérieux. Les gens inventent des histoires quand ils sont jaloux de la beauté. Mais Florence, de retour à Lagos, contacta un ami détective privé nommé Pascal. Pascal, j'ai besoin d'infos sur Nadège Okoro. Elle épouse mon frère. Pascal, un homme rusé avec des connexions partout, promit des résultats rapides. Quelques jours plus tard, il rappela. Florence, c'est pas joli. Nadège a bien été mariée 2 fois. Premier mari, Didier Mbeng, mort subitement d'une maladie cardiaque à 32 ans. Deuxième, Serge Kouadio, empoisonné, officiellement un accident alimentaire. Les 2 étaient des hommes d'affaires en pleine ascension. Et devine quoi? Après chaque mort, Nadège a hérité d'une fortune et a disparu pendant des mois. Florence fut horrifiée. Mon Dieu! Et le fou du village? Il savait. Elle appela immédiatement Thierry. Frérot, écoute-moi bien. Nadège ment. Elle a enterré 2 maris. Sors de là tout de suite. Thierry, choqué, confronta Nadège ce soir-là, alors que la brise marine agitait les rideaux de la villa. Nadège, dis-moi la vérité. Qui sont Didier et Serge? Nadège pâlit, ses yeux s'assombrissant comme un orage imminent. Comment sais-tu? Puis elle se reprit, feignant les larmes. C'étaient des erreurs de jeunesse. Didier est mort d'un accident, Serge d'une maladie. Je n'ai rien à voir avec ça. Ta sœur te monte contre moi. Mais Thierry insista. Le fou a dit que tu étais une sorcière, que tu volais leur étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? Nadège se leva, sa voix devenant froide. Les superstitions, encore. Dans mon village, on croit que certains ont une étoile brillante, un destin glorieux. Les sorcières enfin, les légendes disent qu'elles épousent les hommes pour absorber leur essence, leur succès, en les tuant lentement. Mais ce ne sont que des contes. Pourtant, cette nuit-là, Thierry trouva un petit hôtel caché dans le placard de Nadège, des bougies noires, des herbes séchées et une photo de lui entourée de symboles étranges. Son cœur battit la chamade. Était-ce vrai? Il décida de fuir, mais Nadège l'entendit. Elle apparut dans l'ombre, un sourire maléfique aux lèvres. Tu ne partiras pas, Thierry. Ton étoile est à moi maintenant. Au village, Baba Loko, assis près d'un feu de camp, murmura à lui-même. L'avertissement est donné. Maintenant, le destin suit son cours. Florence, alarmée par le silence de Thierry, contacta Mireille, une amie d'enfance de Nadège qui vivait à Abuja. Mireille, parle-moi de Nadège. Est-elle dangereuse? Mireille hésita au téléphone. Florence, Nadège n'est pas ce qu'elle semble. Dans notre jeunesse, elle pratiquait des rituels avec une secte. On disait qu'elle pouvait manipuler les destins. Didier et Serge, ce n'étaient pas des accidents. Elle les a choisis pour leur potentiel, les a épousés rapidement, et puis, pouf, mort. Elle gagne en pouvoir à chaque fois. Florence raccrocha, terrifiée, et décida d'aller à la villa elle-même. En route, elle croisa Alain, un prêtre local qui connaissait les mystères du village. « Alain, aidez-moi. Mon frère est en danger avec Nadège. » Alain hocha la tête gravement. « Je sais. Nadège est une Mamiwata moderne, une sorcière des eaux qui vole les âmes. Nous devons l'arrêter avant qu'elle ne consomme l'étoile de Thierry. » À la villa, la tension montait. Thierry tenta de s'échapper, mais Nadège le bloqua à la porte. « Tu m'as épousé, Thierry. Ton destin est lié au mien. Bientôt tu te sentiras faible, ton business s'effondrera et je brillerai. » Thierry recula. « Tu es folle, laisse-moi partir. » Mais elle rit, un son glacial. Folle? Non, puissante. Didier résistait aussi, au début. Serge suppliait. « Toi, tu seras le plus doux. » Soudain, un bruit dehors. Florence et Alain arrivaient en voiture. Florence tambourina à la porte. « Ouvre, Nadège, on sait tout. » Nadège grogna, ses yeux luisants d'une lumière surnaturelle. Elle attrapa un couteau de cuisine. « Vous ne m'arrêterez pas. L'étoile de Thierry est mienne. » Alain, brandissant un crucifix et des herbes sacrées, força l'entrée. « Au nom des ancêtres, recule, esprit malin. » Nadège hurla, une rafale de vent invisible balayant la pièce. Thierry, affaibli par un sort qu'il n'avait pas remarqué, s'effondra. Florence le soutint. « Résiste, frère. » La confrontation s'intensifia. Nadège invoqua des ombres, murmurant des incantations en igbo. « Vous ne comprenez pas. Les hommes comme eux gaspillent leur potentiel.
Je le prends pour un plus grand but. Alain aspergea de l'eau bénite. Ton règne s'achève ici. Les étoiles appartiennent à leurs propriétaires. Pendant ce temps, au village, Baba Loco rassemblait les elders. Le temps est venu. La sorcière tombe. Ils marchèrent vers la villa, torches en main. Nadège, acculé, tenta un dernier sort sur Thierry. Viens à moi, ton essence. Mais Thierry, avec l'aide de Florence, brisa un talisman qu'il trouva sur lui. Une explosion de lumière emplit la pièce et Nadège recula, hurlant de douleur. Ses pouvoirs faiblissaient. Les villageois arrivèrent, menés par Baba Loco, qui n'était plus fou, mais un gardien des secrets anciens. Nadège, ton masque tombe, rends les étoiles voler. Nadège, vaincue, s'effondra en larmes. Je voulais juste être forte. Les hommes m'ont toujours piétinée. Thierry, reprenant ses forces, la regarda avec pitié. Tu as tué pour ça? Didier, Serge, ils méritèrent de vivre. Nadège murmura. Pardonne-moi, mais c'est trop tard. Alain prononça une prière finale, bannissant l'esprit en elle. Nadège s'évanouit, et quand elle se réveilla, elle n'était plus la même, une femme brisée, sans pouvoir. Le village la bannit, et Thierry, guéri, rentra à Lagos avec Florence. Merci Sorette, sans toi, j'étais perdu. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Des mois plus tard, des rumeurs circulèrent. Nadège avait fui vers un autre village, cherchant un nouveau mari. Et Baba Loco, assis sous son palmier, souriait. Les étoiles brillent, mais les ombres persistent. Des mois plus tard, dans les ruelles poussiéreuses d'un autre village côtier, plus au sud, près de Calabar, une femme élégante descendit d'un taxi jaune. Elle portait des lunettes de soleil noires malgré le crépuscule, un pagne wax impeccablement noué et des boucles d'oreilles en or qui capturaient les derniers rayons du soleil. Personne n'aurait reconnu en elle la Nadège brisée de la villa. Ses traits semblaient plus doux, ses yeux moins hantés, mais seulement en surface. Elle s'appelait désormais Patricia, un nom qu'elle avait choisi parce qu'il sonnait innocent, presque banal. Elle avait coupé ses cheveux, les avait teints en un châtain clair presque artificiel, et s'était fait poser des lentilles marron clair. Chaque détail était calculé. Chaque sourire était répété devant le miroir de la chambre d'hôtel miteuse où elle s'était installée en attendant. Au marché central, elle acheta des ignames, du poisson fumé, des feuilles d'ugvou et surtout des herbes rares qu'elle glissa discrètement dans son sac. La vieille vendeuse, Maman Ngozi, plissa les yeux en la voyant manipuler les racines noires. « Ces herbes-là, ma fille, elles ne sont pas pour la soupe, hein ?» Patricia sourit, un sourire doux, presque timide. « C'est pour mon grand-père, il tousse beaucoup. » Maman Ngozi hocha la tête, mais ses doigts serrèrent le billet de 1000 naira un peu plus longtemps que nécessaire. Elle avait déjà vu ce regard, il y a des années, mais elle garda le silence. Dans ces contrées, certaines vérités se payent trop cher quand on les prononce. Le soir même, Patricia repéra sa cible. Il s'appelait Pascal. Pas le même Pascal que le détective de Florence, non. Celui-ci était un jeune pétrolier, 34 ans, récemment promu directeur régional d'une grosse compagnie d'exploration offshore. Il roulait en Prado noir luisant, portait des chemises sur mesure et avait la réputation d'être généreux avec les jolies filles du coin. Mais surtout, il avait de l'ambition. Une très grosse étoile. On disait qu'il était promis à devenir le plus jeune directeur général de la compagnie dans les 3 prochaines années. Les gens parlaient déjà de lui comme d'un futur milliardaire. Parfait. Le premier contact fut savamment orchestré. Un après-midi pluvieux, Patricia trébucha devant la grande porte vitrée de la banque où Pascal venait retirer une importante somme en cash pour payer des ouvriers sur le chantier offshore. Son sac s'ouvrit, des oranges roulèrent partout sur le trottoir mouillé. « Oh non, mon Dieu, je suis désolée » murmura-t-elle en se penchant, laissant volontairement une mèche tomber sur son visage. Pascal, gentleman, s'accroupit immédiatement pour l'aider. « Laissez, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. » Quand leurs regards se croisèrent, elle laissa ses yeux s'attarder une seconde de trop, juste assez pour planter la graine. « Merci beaucoup, vous êtes trop gentil. Je m'appelle Patricia. »« Pascal, enchanté. Vous êtes nouvelle ici? Je ne vous ai jamais vu. Je viens d'arriver. Je cherche du travail et un endroit calme pour recommencer ma vie. » Il l'invita à prendre un café pour se sécher. Elle accepta, rougissante, jouant la fille timide à la perfection. Ce soir-là,
Dans sa petite chambre d'hôtel, elle sortit le petit miroir fêlé qu'elle gardait toujours avec elle. Elle traça un cercle avec de la cendre noire autour de la photo qu'elle avait prise discrètement de Pascal au café, avec son téléphone. Elle murmura les anciens mots, ceux que sa grand-mère lui avait appris avant de mourir dans des circonstances que personne n'osait commenter. Que ton chemin croise toujours le mien. Que ton cœur s'ouvre comme une mangue trop mûre. Que ton étoile s'approche, jusqu'à entrer en moi. Elle souffla sur la flamme de la bougie rouge. La fumée monta, épaisse, presque vivante. Au même moment, à Lagos, Florence ne dormait plus vraiment. Depuis le sauvetage de Thierry, elle faisait des cauchemars récurrents. Une femme sans visage qui dansait sur un autel fait d'ossements dorés. Elle se réveillait toujours en sursaut, le cœur battant, convaincue que ce n'était pas terminé. Un jour, elle reçut un message anonyme sur WhatsApp. Juste une photo. Une femme de dos, dans un marché, avec un pagne wax rouge et noir. Et en légende, elle n'est pas morte. Elle change seulement de peau. Florence sentit la chair de poule lui parcourir tout le corps. Elle appela immédiatement Thierry. « Frérot, il faut qu'on parle. Je crois qu'elle est revenue. » Thierry, qui avait repris son business et qui s'était juré de ne plus jamais se marier, soupira lourdement. « Florence, on en a fini avec ça. Elle est bannie. Elle est brisée. Le prêtre l'a dit. » Et si le prêtre s'était trompé? Et si elle avait juste attendu? Silence au bout du fil. Puis Thierry murmura. « Où? Je ne sais pas encore. Mais je vais le découvrir. Je te tiens au courant. Ne fais rien pour l'instant. » Pendant ce temps, dans le village de Calabar, Pascal tombait de plus en plus amoureux. Patricia était parfaite, douce, drôle, cultivée, et surtout, elle semblait comprendre ses rêves les plus fous. Elle l'écoutait pendant des heures parler de ses projets, de son désir de construire une raffinerie à lui, de devenir un nom que même les Blancs prononceraient avec respect. « Tu es différent, Pascal, » lui disait-elle en posant sa tête sur son épaule. « Ton étoile brille tellement fort. On la voit de loin. » Il riait, flatté. « Tu es trop poétique, ma chérie. » Mais au fond de lui, quelque chose le titillait. Parfois, quand elle le regardait dormir, il avait l'impression que ses yeux n'étaient plus marron clair, mais noirs, complètement noirs, comme deux puits sans fond. Et puis il y avait les cauchemars. Des cauchemars où il courait dans une forêt, poursuivi par une ombre qui murmurait son nom avec la voix de Patricia. Et chaque fois qu'il se réveillait, il se sentait plus fatigué, comme si quelqu'un pompait lentement sa vitalité pendant son sommeil. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant chic au bord de la mer, Pascal posa la question qui le rongeait depuis des semaines. « Patricia, tu as déjà été mariée ?» Elle suspendit sa fourchette à mi-chemin. Son sourire ne vacilla pas, mais quelque chose dans l'air changea. L'atmosphère devint plus lourde. « Pourquoi tu me demandes ça, chérie ? » Je ne sais pas. Juste une intuition. » Elle posa sa main sur la sienne. Froide. Trop froide. « Non, jamais. Mais si tu me le demandes un jour, je dirai oui sans hésiter. » Elle serra ses doigts. Il sentit une douleur aiguë, comme une aiguille, mais quand il regarda, il n'y avait rien. Ce même soir, à des centaines de kilomètres, Baba Loco était assis sous le même palmier qu'autrefois. Il fumait une pipe remplie d'herbes amères. Ses yeux regardèrent l'horizon, même s'il faisait nuit noire. Il murmura pour lui-même. Elle a changé de nom, mais pas de fin. L'étoile de l'homme au pétrole est grosse, très grosse. Si elle la prend, elle deviendra intouchable. Même les prêtres ne pourront plus rien. Il se leva lentement, les articulations craquant. Il est temps. Il prit son bâton noueux et marcha vers la route principale. Il savait où aller. Il allait chercher Florence. Car cette fois, la chasse ne faisait que commencer. Des mois plus tard, alors que la saison des pluies battait son plein à Lagos, Florence arpentait nerveusement son appartement moderne au cœur de Victoria Island. Les murs blancs, ornés de tableaux abstraits achetés lors d'un voyage à Paris, semblaient soudain trop froids, trop impersonnels. Elle tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage, relisant pour la 10e fois le message anonyme avec la photo floue de la femme au pagne wax. « Qui es-tu » murmura-t-elle pour elle-même, en zoomant sur l'image. La silhouette lui rappelait Nadège, mais les détails étaient trop imprécis. Était-ce vraiment elle? Ou juste une paranoïa persistante? Thierry, de son côté, essayait de se convaincre que tout était fini. Son entreprise florissait à nouveau. Des contrats avec des investisseurs étrangers pour importer des équipements électroniques,
des réunions interminables qui le gardaient occupé. Mais les nuits étaient tentées. Il se surprenait à vérifier les serrures 2 fois, à éviter les femmes aux yeux sombres dans les bars. Florence exagère, se disait-il en sirotant un whisky seul dans son salon. Pourtant, quand elle l'appela ce soir-là, sa voix tremblante le fit sursauter. « Thierry, écoute-moi. J'ai reçu une photo. C'est elle, j'en suis sûr. Elle est quelque part au sud, peut-être à Calabar ou Wari. Je pars demain pour enquêter. » Thierry hésita, son verre à mi-chemin vers ses lèvres. « Florence, attends. Ne va pas seule. Si c'est vrai, c'est dangereux. Souviens-toi de ce qui s'est passé à la villa. » « Je ne suis pas seul. J'ai contacté Mireille à Abuja. Elle m'a donné des contacts là-bas. Et Alain, le prêtre, est prêt à m'accompagner si besoin. » Thierry soupira. « D'accord, mais promets-moi de faire attention. Et appelle-moi tous les jours. » Au même moment, à Calabar, Pascal et Patricia marchaient main dans la main le long de la promenade du front de mer. Les lumières des bateaux pétroliers scintillaient au loin, comme des étoiles tombées dans l'océan. Patricia avait choisi cette promenade pour une raison précise. L'eau, toujours l'eau, qui amplifiait ses pouvoirs. Elle sentait déjà l'énergie de Pascal couler vers elle, goutte à goutte, comme un ruisseau se jetant dans une rivière. « Tu sais, Pascal, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, » dit-elle d'une voix suave en serrant sa main. Ses ongles, peints en rouge sang, effleurèrent sa peau. Pascal sourit, mais une fatigue inhabituelle pesait sur ses épaules. « Moi aussi, ma belle. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Tu n'as pas l'accent local. » Patricia improvisa avec aisance. « J'ai grandi à Port Harcourt, mais j'ai voyagé. Mon père était dans le pétrole, comme toi. Il est mort jeune. Un accident. » Elle baissa les yeux, feignant la tristesse. En réalité, elle repensait à Didier, son premier mari, dont le cœur avait lâché après un rituel particulièrement intense. Pascal la serra contre lui. « Je suis désolé. Mais maintenant, tu m'as moi. On va construire quelque chose de grand ensemble. » Ce soir-là, dans leur appartement loué avec vue sur la mer, Patricia prépara un thé spécial. Des herbes de Maman Ngozi, mélangées à une poudre qu'elle gardait dans un flacon caché. « Bois ça, chérie. Ça te donnera de l'énergie pour demain. » Pascal avala sans se douter, et bientôt, une chaleur étrange l'envahit. Ses rêves cette nuit-là furent chaotiques. Il se voyait réussir, puis tout perdre, aspiré par une ombre aux yeux noirs. Le lendemain, Florence atterrit à l'aéroport de Calabar sous une averse torrentielle. Elle avait emporté un petit sac avec des photos de Nadège, des notes de Pascal le détective, celui de Lagos, pas la cible, et un talisman donné par Alain, une croix en bois sculptée avec des symboles yoruba. « Protège-toi », lui avait-il dit au téléphone. Les esprits comme elle ne meurent pas facilement. Elle loua une voiture et se rendit directement au marché central. Maman Ngozi était là, assise sur son tabouret bas, entourée de piles d'herbes et d'épices. Florence montra la photo du message anonyme. « Avez-vous vu cette femme ? Elle achète des herbes rares, peut-être. » Maman Ngozi plissa les yeux, puis hocha la tête lentement. « Oui, elle vient souvent. Elle s'appelle Patricia maintenant. Elle prend des racines noires, celles pour les rituels anciens, pas pour la cuisine. » La vieille femme cracha par terre. « Méfie-toi, ma fille. Elle a le regard d'une mamie Wata. Elle traîne avec un homme riche, Pascal quelque chose. Il travaille au pétrole. » Florence sentit son pouce accélérer. « Où puis-je les trouver ? » « Près du front de mer. Un appartement blanc, avec des balcons. Mais sois prudente. L'eau protège les siens. » Florence remercia et partit, son cœur battant. En route, elle appela Mireille. « Mireille, c'est confirmé. Elle est ici, avec un nouveau nom et un nouveau pigeon. » Mireille, de son bureau à Abuja, soupira. « Florence, Nadège, Patricia, elle est comme un serpent qui mue. J'ai entendu des histoires de sa famille. Sa mère était une prêtresse vaudou, disparue dans des circonstances étranges. Nadège a hérité de tout ça. Si tu vas là-bas, emporte de l'eau bénite. » Pendant ce temps, Baba Loco avait marché des jours entiers, guidé par des visions. Ses pieds nus étaient couverts de boue, mais il ne sentait pas la fatigue. Il arriva à Lagos au crépuscule, se dirigeant droit vers l'appartement de Florence. Mais elle était déjà partie. Il trouva Thierry à la place, qui sortait de son bureau. « Toi, le marié sauvé !» cria Baba Loco en agitant son bâton. Thierry sursauta. « Baba, qu'est-ce que tu fais ici ?» « La sorcière renaît. Elle chasse une nouvelle étoile. Ta sœur est en danger.
Nous devons aller au sud. Thierry, sceptique mais inquiet, l'invita à entrer. Explique-toi. Baba Loco s'assit par terre, traçant des symboles dans la poussière. Nadège n'est pas morte en esprit. Elle a fui, changé de peau. Maintenant, elle vise Pascal, l'homme du pétrole. Son étoile est énorme, pleine de richesse et de pouvoir. Si elle la vole, elle deviendra immortelle, capable de contrôler les vents et les marées. Ta sœur la poursuit, mais seule, elle échouera. Thierry appela Florence immédiatement. Sœurette, Baba est ici. Il dit que c'est pire que prévu. Attends-moi, j'arrive. Florence, déjà à Calabar, secoua la tête. Non, reste là. Je gère. Mais intérieurement, elle doutait. Ce soir-là, à l'appartement au front de mer, Patricia et Pascal dînaient aux chandelles. Elle avait cuisiné un égusi soupe avec des ingrédients spéciaux. Pascal mangea avec appétit, mais soudain, une douleur au ventre le plia en deux. « Qu'est-ce qui m'arrive » gémit-il. Patricia posa une main sur son front. « Chut, c'est rien, juste la fatigue. Allonge-toi. » En réalité, le rituel commençait. Elle sentait son énergie affluer vers elle, comme un transfert invisible. Dehors, Florence observait depuis une voiture garée. Elle vit les lumières s'éteindre une à une. « Il est temps », murmura-t-elle. Elle sortit, talisman en main, et frappa à la porte. Patricia ouvrit, surprise. « Oui ?» Florence la reconnut instantanément, malgré les changements. « Nadège, ou Patricia, peu importe. Laisse Pascal, c'est fini. » Patricia rit, un rire froid qui résonna dans le couloir. « Florence, toujours la petite sœur protectrice. Entre, voyons ce que tu as à dire. » À l'intérieur, Pascal gisait sur le canapé, pâle et faible. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. Florence ignora Patricia et s'approcha de lui. « Je suis venue vous sauver. Elle vous tue lentement. » Patricia ferma la porte, verrouillant. « Trop tard. Son étoile est presque mienne. Et la tienne ? Eh bien, elle fera un bonus. » La confrontation éclata. Florence brandit le talisman. « Au nom des ancêtres, recule !» Une lumière jaillit, mais Patricia contra avec un sort murmuré, faisant voler des objets dans la pièce. Pascal, reprenant vaguement conscience, murmura « Patricia, pourquoi ?»« Parce que les faibles comme toi ne méritent pas leur gloire. Je la prends pour survivre, pour régner, » hurla-t-elle. Soudain, un bruit dehors. Thierry et Baba Loco arrivaient, ayant pris le premier vol. Baba Loco força la porte avec son bâton. « Sorcière, ton temps est compté. » Le chaos s'installa. Baba Loco psalmodia des incantations anciennes, tandis que Thierry aidait Pascal à se lever. Florence et Patricia s'affrontaient, regards verrouillés. « Tu as perdu, Nadège. Les étoiles ne se volent pas impunément, » dit Florence. Patricia, affaiblie par le talisman, recula vers le balcon. « Pas encore. L'eau m'appelle. » Elle sauta par-dessus la rambarde, plongeant dans la mer noire. Tous se précipitèrent. Les vagues l'engloutirent, mais Baba Loco secoua la tête. Elle n'est pas morte. Les Mamiwata reviennent toujours. Pascal, encore choqué, murmura « Merci. Je ne savais pas. » Des semaines passèrent. Pascal guérit lentement, son étoile intacte. Thierry et Florence renforcèrent leurs liens, jurant de veiller l'un sur l'autre. Mais les rumeurs persistèrent. Une femme aux yeux noirs vue près des rivières, cherchant une nouvelle proie. Baba Loco rentra au village, murmurant « La chasse continue. Les ombres ne dorment jamais. » Et quelque part, dans les profondeurs, Nadège, ou Patricia, ou un nouveau nom, émergea des eaux, plus affamé que jamais. Des semaines après le plongeon dramatique de Patricia dans les eaux sombres de Calabar, la ville bruissait encore de rumeurs. Les pêcheurs parlaient d'une silhouette flottante aperçue au large, une femme aux cheveux emmêlés qui hurlait contre les vagues avant de disparaître. Mais pour Florence, Thierry, Pascal et Baba Loco, ce n'était pas une légende, c'était la réalité qu'ils avaient affrontée. Florence, restée à Calabar pour aider Pascal à se remettre, décida de fouiller plus profond. Elle contacta Alain, le prêtre, qui arriva avec un groupe d'elders du village côtier. « Les Mamiwata ne meurent pas facilement », murmura Alain en inspectant le balcon de l'appartement. « Mais si elle a sauté sans son talisman principal, l'eau pourrait la trahir. » Ensemble, ils organisèrent une veillée au bord de la mer, brûlant des herbes sacrées et psalmodiant des prières pour invoquer les esprits gardiens. Cette nuit-là, sous une lune pleine qui illuminait l'océan comme un miroir brisé, une forme émergea des vagues. C'était Patricia, ou plutôt ce qu'il en restait, trempée, affaiblie,
ses yeux noirs maintenant ternes et suppliants. Elle rampa sur la plage, haletante. « Aidez-moi, l'eau m'a rejeté. Mon pouvoir, il s'en va. » Sa voix était un râle, comme si les profondeurs l'avaient vidée de son essence. Baba Loco, debout avec son bâton, la fixa sans pitié. « Tu as volé trop d'étoiles, sorcière. Didier, Serge, et presque Thierry et Pascal. Les ancêtres réclament justice. » Patricia tenta un dernier sort, levant une main tremblante pour murmurer une incantation, mais rien ne vint. L'eau, son allié supposé, l'avait trahie en la renvoyant sans force. Florence s'approcha, talisman en main. « Pourquoi, Nadège? Pourquoi tout ça ?» Patricia, redevenue Nadège dans son agonie, cracha faiblement. « Parce que le monde prend tout aux femmes comme moi. Je voulais être invincible. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, une vague immense surgit, comme appelée par les prières d'Alain. Elle enveloppa Nadège, la tirant vers le fond avec un hurlement étouffé. Son corps disparut dans l'écume, et cette fois, pour de bon. Les elders confirmèrent. Elle est partie. Les esprits l'ont emportée. Avec la mort de Nadège, la paix revint. Thierry, de retour à Lagos, reprit pleinement son entreprise. Il rencontra une femme honnête nommée Sandrine, une avocate qui l'aida à guérir de ses traumatismes. Ils se marièrent un an plus tard, dans une cérémonie simple et joyeuse, loin des superstitions. « Merci d'avoir été là, Florence », dit-il lors de la réception, en serrant sa sœur. Thierry vécut une vie prospère, devenant un mentor pour de jeunes entrepreneurs, et fonda une famille avec 2 enfants. Florence, quant à elle, transforma son expérience en force. Elle quitta son job à Lagos pour ouvrir une agence d'investigation spécialisée dans les affaires mystiques et les fraudes, aidant d'autres familles à démasquer des secrets cachés. Plus jamais une Nadège ne détruira des vies, jurait-elle à ses clients. Elle resta proche de Thierry, voyageant souvent pour voir ses neveux. Pascal, guéri de sa faiblesse grâce aux herbes de Baba Loco, gravit les échelons dans sa compagnie pétrolière. Il devint directeur général comme prévu, mais avec une humilité nouvelle. « Sans vous, j'étais perdu », confia-t-il à Florence lors d'un appel. Il épousa Mireille, l'amie d'enfance qu'il avait soutenue discrètement, et ils s'installèrent à Abuja, où il finança des projets communautaires pour protéger les villages contre les superstitions destructrices. Alain continua son ministère, enseignant aux jeunes les dangers des rituels sombres, et devint un pilier respecté dans plusieurs communautés côtières. Quant à Baba Loco, le fou du village qui n'était fou que pour masquer sa sagesse, il rentra chez lui sous les palmiers. Les villageois, apprenant son rôle, le honorèrent comme un gardien. Il vécut ses dernières années en paix, murmurant des prophéties bienveillantes aux enfants. Les étoiles brillaient pour tous, disait-il souvent, un sourire serein aux lèvres. Il mourut paisiblement à un âge avancé, entouré d'une communauté reconnaissante, son bâton passé à un apprenti. Et ainsi, les ombres s'estompèrent, laissant place à des jours lumineux où les destins restaient entre les mains de leurs propriétaires.